Kéfinan, 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 me dis pas que il a oublié d'enregistrer le con de sa mère. Oh, brother! Yes, salut mon Kéfi, comment vas-tu? Super, et toi? Bon, comme l'intro le suggère, Kéfi a été très attentif et complètement oublié de enregistrer sa vidéo, ce qui explique son absence pour cette fois-ci. Voilà, merci d'avance et bon visionnage. Putain, ça fait plaisir de se retrouver pour cette deuxième session de Nominication. Moi, je me suis ouvert un petit alcool coréen, saveur raisin. Ouais, Bon, on va pas non plus inciter les gens à boire, mais prenez une bière hein, si vous voulez, y a pas de problème. c'est ça. C'est voilà, moi je suis à l'umeshu, donc l'alcool de prune japonais. Voilà. On va essayer de pas trop se péter le crâne, même si je pense que au bout d'un moment, les effets de l'alcool vont peut-être se faire sentir. On verra bien. De toute façon, on est déjà alcoolisé quasiment constamment. Ok, alors du coup, alors aujourd'hui, donc on va traiter du sujet du travail au Japon, de l'expatriation en général, Ouais. et voir en fait ce que nous on vous conseille de manière générale de par notre expérience, on a eu la chance de réussir nos objectifs. Et comme je le dis toujours à tous mes amis autour de moi, à ma famille, mon frère et tout, quand vous voulez réussir dans un projet quel qu'il soit, systématiquement demandez l'avis de quelqu'un qui a réussi dans le projet que vous voulez entreprendre. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes célibataire, vous voulez avoir une vie de famille ou quoi, demandez pas des conseils à un mec qui a 50 000 meufs, ça sert à rien. Demandez des conseils à un mec qui a réussi son mariage, qui est heureux dans son mariage. C'est un exemple. Voilà. Et donc, du coup, pour le Japon, c'est pareil. Donc, nous, on a eu la chance de réussir nos objectifs qu'on s'était fixés, aussi bien qu'Efi que moi. Et ce qui est bien, c'est que donc moi, j'ai choisi le long terme et Kefi avait choisi le court terme. Mais dans les deux cas, on a réussi ce qu'on voulait. Donc, on espère que nos conseils pourront vous aider. Et on va aussi répondre à des questions qui nous avaient été posées dans les commentaires de la précédente vidéo sur les visas. Donc on va vous expliquer tout. On va tout mettre à plat, les visas, qui peut l'avoir, les conditions, qu'est-ce que ça vous donne. Comme ça, vous êtes parés. Et donc on va décomposer aujourd'hui de façon un peu plus structurée que la dernière fois, hein, parce qu'on était en mode freestyle pour la version pilote. Et donc on va commencer donc, principalement à parler donc, de tout ce qui est préparer son voyage et bien choisir son visa et quel type de visa existe. Et ensuite, on va développer sur tout ce qui est faire sa vie sur place, donc des baito, si vous êtes étudiant, comment trouver un travail permanent, changer son travail. On va faire, je pense, une grosse rubrique, ou moi en tant que recruteur, puisque c'est mon métier pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis recruteur au Japon depuis 5 ans, et donc je vais vous donner la réalité du marché du travail actuel, et ce que je pense en fait qu'il faut retenir pour réussir son expatriation pour un travail permanent, quoi. Et donc, à la fin, on finira sur les conseils des Oni-chan. Donc, c'est voilà. nous les Onichan. Bah oui, on a sûrement donné des vues. Après, il y a sûrement des gens qui nous regardent qui sont plus vieux que nous, mais du coup, on donnera des conseils en fait qui, on le pense, vraiment vont aider à concrétiser votre projet. Même si tout au long de la vidéo, on va donner des conseils petit à petit, mais voilà, c'est à peu près la structure qu'on aura aujourd'hui. Alors, en réalité, étant donné la durée de la vidéo, on a décidé de faire une partie 2 qui donc traitera de ce que je viens juste de citer une fois que vous êtes au Japon. Et donc aujourd'hui, donc c'est la partie 1 qui sera donc consacrée uniquement à la préparation de votre départ et à tous les visas. Voilà. Bah écoute, Voilà. ce fut une magnifique introduction. Merci bien. Merci bien. Je pense que c'est Lumeshu qui me permet d'être aussi clair dans mes propos. Ah ouais. Bah alors, du coup, on va commencer. Ok. Donc, comment préparer Carrément. son voyage, tout ça. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence tout de suite par les visas. Donc, parce que les visas, c'est la côté un peu chiant du podcast, puisque ça va être informatif. Et si, évidemment, bien sûr, Kifi, si tu as des commentaires sur certains visas, moi, je suis bien curieux de savoir ton retour d'expérience sur le Working Holiday, par exemple, et comment tu as changé ton Working Holiday en version Working Visa. Pendant que je fais la définition de tous les types. Donc, allez, alors c'est parti. Alors, donc en fait, déjà de base, ce qu'il faut retenir, c'est que au Japon, il y a 3 grands types de visas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a donc les visas qui te permettent de travailler, les visas qui te permettent d'être sur place mais qui ne te permettent pas de travailler, et tu as les visas famille. C'est les 3 grandes catégories qui existent.
Dans les visas en fait qui vont nous concerner nous les Français par rapport à une expatriation, c'est ceux que j'ai sélectionnés. Donc le premier évidemment visa touriste. Le visa Ouais. touriste, c'est n'importe qui est français. La société française, le visa touriste va vous donner 3 mois au Japon par les accords qu'il y a Alors entre attends, la France et le le, Japon. le- le visa, le visa touriste, on est d'accord, c'est un visa qu'on n'a pas besoin de faire de demande pour l'avoir. Tout à Normalement, fait, enfin jusqu'à tout à fait. avant la pandémie, ça se passait comme ça. C'était d'office en tant que ressortissant français, tu vas au Japon, Ouais, t'as pas de démarche à faire, on te donne un visa là-bas, mais c'est juste un tampon en fait. exactement. Donc en fait, si tu veux, c'est vraiment ça le point du touriste, hein, c'est que en fait tu viens direct. T'es en mode, tu prends le bus. Donc tu arrives, ils te mettent un tampon à l'entrée et t'es garanti 3 mois. C'est les accords entre la France et le Japon. Tu vois, par exemple, il y a d'autres pays, comme le Brésil, je sais qu'ils ont 6 mois direct. Ah putain, c'est stylé. Ouais. Ouais, parce que le Brésil et le Les, Japon, ils ont les un petits passif en fait. bâtards. Bah, ils ont un gros passif. Les petits bâtards. Ils ont plein de Japonais de troisième et quatrième génération au Brésil. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de. Je pense Ouais. que tu le sais très bien, monsieur. Il y a pas mal de japonaises métissées brésiliennes. Ouais. Dans les métissages, ça fait partie des plus communes en fait. Puisque c'est. Alors par contre, je sais que les Suisses, par exemple, aussi ont pas mal de privilèges par Ok. rapport aux Français. Je ne sais pas pour quelle obscure raison, peut-être que tu sais. Bah, c'est les accords entre les pays, hein, tout simplement, hein. Ouais. Donc nous, c'est grâce à Chichi qu'on a eu ça, je pense. Mais toujours, hein, on va le citer à tous les podcasts. Le mec, c'est le daron c'est le daron de tous les Français au Japon, quoi. Ouais. Bref, donc voilà, ça c'est le premier visa, donc le visa touriste. Donc évidemment, là, ce que je t'explique, c'est dans des situations normales, hein. Donc actuellement, ce visa-là, vous ne pouvez pas l'utiliser puisque les frontières sont fermées, évidemment. Il a été prévu, je me suis renseigné auprès de l'ambassade française avant ce podcast, et a priori, ce sera pour l'automne. Donc a priori, pour cet automne, cette année, vous pouvez finalement enfin revenir visiter le Japon. Prenez note, gardez un œil, hein, et appelez l'ambassade en France pour vous tenir informé plutôt que de regarder sur internet ou quoi, c'est toujours plus fiable. Voilà, dans le projet d'expatriation au Japon, il y a des gens, je le sais, qui en fait allaient utiliser le visa touriste pendant 3 mois et essayer de trouver du travail pendant ces 3 mois. Bon, ça met une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que c'est franchement chaud de trouver quelque chose en 3 mois et c'est pas un visa qui vous autorise à travailler, donc vous pouvez même pas faire un baito ou faire un mi-temps ou quoi que ce soit pour pouvoir avoir un travail à temps plein après. Donc Par contre, si c'est t'es malin, tu peux quand même entamer des démarches, tu vois. Si t'as un petit plan d'attaque, partir en tant que touriste et déjà commencer à démarcher éventuellement, tu vois. ouais, exactement. Et en fait, ça, c'est. Voilà, tu crées ton network. Donc, c'est une des possibilités que vous pouvez faire avec ce visa-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le visa de touriste, il est renouvelable après 2 semaines hors du Japon. Donc, aujourd'hui, il faut reconfirmer. J'ai pas réussi à trouver l'info, mais essayer de voir en appelant l'ambassade, même si je pense qu'ils vous diront non. Mais en fait, il y avait pas mal de gens. Je pense que tu as dû entendre ça, Kefi. Ils venaient en visa de touriste pendant Ouais. 3 mois. Ils allaient en Corée pendant 2 semaines en vacances. Et ils Ou revenaient au Thaïlande Japon. ou au Vietnam. C'est ça. Et ils revenaient Ouais, au ouais. Japon puisque ça avait reset leur truc. Mais il y a eu des abus. Et il y a un moment donné, je me Carrément. souviens, je crois, c'était il y a peut-être 7-8 ans, un truc comme ça. Le gouvernement japonais avait identifié ce truc-là. Et en fait, ils se demandaient aux Français de rentrer en France pour pouvoir renouveler leur visa. Donc Les ça, petits c'est... malins. Ah bah oui, mais ça à vérifier. Mais je pense, de nos jours, si jamais c'est votre cas, si jamais vous l'avez déjà fait, dites-le nous dans les commentaires parce que j'aimerais bien avoir des retours d'expérience sur ça. Mais voilà, ça c'est le visa touriste. Et donc pour le moment, c'est fermé à cause du Covid, mais à partir d'automne, vous pourrez le réutiliser et c'est valable pendant 3 mois. Ça c'est un visa, mais vous pouvez pas travailler. Interdiction de travailler, c'est hors la loi si vous bossez pendant ce truc-là. Ensuite, le visa étudiant. Donc le visa étudiant, on va commencer par le Working Holiday plutôt. Le Working Holiday, donc ça c'est un visa qui est donc celui que Kefi a fait et c'est le meilleur visa, franchement, pour commencer son projet de vivre au Japon. Je pense que c'est le meilleur visa de très très loin, tout simplement parce qu'en fait il est accessible de 18 ans jusqu'à 30 ans révolus, donc 31 ans. Et en fait l'activation du visa, en fait, elle se fait sous 1 an. C'est-à-dire que si vous posez votre demande de dossier pour avoir le Working Holiday, donc on appelle le vacances-travail en français, à 30 ans et 11 mois, donc juste avant vos 31 ans, si vous déposez votre dossier, c'est bon. Et après, vous recevez en général plusieurs semaines plus tard donc votre visa. Et votre visa, une fois que vous l'avez dans les mains, vous avez 1 an pour l'utiliser. Ce qui veut dire que si vous avez fait ça juste avant d'avoir 31 ans, que vous recevez votre visa à 31 ans et 1 mois,
vous avez 1 an pour l'utiliser, donc vous pouvez l'utiliser jusqu'à la fin de vos 31 ans et vous avez l'activer. Et c'est la date d'activation qui compte. Si vous avez 32 ans en étant au Japon avec ce visa, ça marche quand même. Donc si vous étiez... Je vois pas trop. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt de l'activer longtemps à l'avance si de toute façon tu pars pas au moment où tu l'actives, puisque c'est pas non plus super compliqué de l'obtenir. En 48 heures, tu peux l'avoir. Enfin, moi, je sais que à partir du moment où tu réunis toutes les pièces demandées, en 48 heures, tu l'as. Donc, ça, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai eu des gars qui ont dû attendre, qui ont dû attendre plusieurs semaines. Et de toute façon, en fait, pourquoi je dis ça, c'est vraiment pour donner de la limite, parce que je sais, par exemple, moi, dans mon cas, tu vois, j'étais vraiment à quelques mois de pouvoir l'avoir fait. C'est pour ça que j'ai dû me taper le visa étudiant, qui est très difficile, et je vais expliquer pourquoi dans 5 minutes. Ouais. Mais le visa Working Holiday, j'aurais kiffé l'avoir, mais j'avais 31 ans, et tu vois, j'étais limite. Si j'avais su cette information avant, j'aurais fait ma demande de visa avant de partir au Moyen-Orient, et comme ça, je l'aurais gardé dans les mains, et j'avais 1 an pour l'activer, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour c'est une info qui est importante à savoir. Donc, je répète, à partir du moment où vous déposez votre dossier, quand vous le recevez, vous avez 1 an pour aller au Japon et bam, ça s'active. Et c'est au moment où vous passez la frontière, vous mettez le tampon, ça dure 1 an. Voilà. Et donc, ce visa, pourquoi il est mortel? Alors, j'ai oublié un détail. Il faut que vous ayez 4500 € sur votre compte en banque pour pouvoir obtenir ce visa-là. C'est obligatoire. Donc, assurez-vous d'avoir ce montant au moment où vous fournissez vos documents. Puisqu'en fait, c'est obligatoire pour garantir que vous ayez un minimum de revenus en arrivant. Ils veulent pas que les gens se retrouvent à la rue, quoi. Donc 4500 € sur votre compte chèque. C'est-à-dire que si vous avez sur votre livret A, sur des comptes, tu sais, pour économiser de l'argent, ça marche pas. Il faut que ce soit le actif. Donc 4500 € minimum. Tu sais que j'avais entendu qu'il y avait des petits malins, tu sais ce qu'ils faisaient? Ils se faisaient prêter de l'argent sur leur compte. Ensuite, bien sûr, bah oui, j'allais y venir. Un relevé de compte et ils fournissaient le document. Mais bien sûr. Ils rendaient l'argent plus tard. Mais bien sûr, alors justement, c'est là où j'allais en venir aussi. Exactement. Très bonne transition, mon très cher Kefi. Et donc, du coup, en fait, c'est ça. Tu peux demander à des potes, à ta famille de prêter de la thune. Comme ça, sur ton compte bancaire qui a marqué, je sais pas, 5000 balles, bam, tu fais le scan de ce truc-là et c'est ça que tu poses dans ton dossier, tu vois. Par contre, ce qu'il faut faire gaffe, c'est redonner l'argent qu'on vous a prêté uniquement quand vous recevez votre visa. Parce qu'en fait, il y a des cas, c'est un cas sur 100, mais ils vont double-check. Parce qu'ils savent, c'est pratique en fait. Et des fois, ils vont double-check. Il y a eu des cas, je connais des connaissances à qui ça arrivait. Ils ont fait ça, ils sont prêtés de la thune, ils ont mis leur dossier, bam, ils ont rendu l'argent instantanément. Et après, la personne qui faisait leur visa, ils sont partis vérifier en contactant la banque. Je sais plus comment ils ont fait, hein. Mais en gros, ils peuvent vérifier. Et ils se sont aperçus qu'en fait, c'était un mytho et du coup, il a payé son visa. Donc, après, on est d'accord, Steve, c'est pas non plus le meilleur calcul de partir au Japon sans avoir des économies de côté. Exactement. Là, pour le moment, là, on parle juste des faits, comment c'est faisable. Et après, évidemment, on va détailler ce qu'il faut et ce qu'il faut pas. Parce qu'évidemment, les économies, c'est primordial. Voilà. C'est obligé. Hein. Bien sûr. Et donc, du coup, pour ce visa Working Holiday, donc, Kefi, dis-moi si je me trompe. Mais donc, c'est une durée d'1 an. Vous avez, c'est one shot, one kill. Une fois dans votre vie, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez jamais le renouveler. Donc c'est 1 an, c'est votre chance, c'est votre moment. Allez-y. Donc j'ajouterais même que le Working Holiday, la loi est faite de manière à ce que même si tu veux transformer ton visa en visa de travail ou en toute autre forme de visa, il te force à sortir du pays. C'est-à-dire, il te force au moins à rentrer en France ou à aller ailleurs, mais tu peux pas en fait le transformer en restant au Japon. D'accord. T'es obligé de partir. Ça, je savais pas. Moi, je pensais que tu pouvais rester au Japon et faire la transition. Alors, c'était comme ça il y a une quinzaine d'années. Est-ce que ces conditions ont changé? Je ne sais pas. C'est à vérifier. Ouais, mais dans tous les cas, c'est ce visa, ce qui est génial, c'est qu'il vous permet de travailler dans n'importe quelle branche, n'importe quel secteur d'activité. Vous pouvez travailler à plein temps. Et c'est pas limité en heures. Et ça, c'est chambé. Et alors là, il y a des choses à dire. Bien sûr, j'arrive. Et ce qui est ultra bien aussi, c'est qu'il vous permet aussi d'étudier. Avec le Working Holiday, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, étudier le japonais dans une école ou quoi, c'est valable. C'est ça qui est génial. Alors par contre, c'est assez marrant, mais en fait, il est interdit de travailler dans les bars la nuit. Donc c'est interdit, je sais plus de quand, mais vous n'avez pas le droit. C'est genre parce que dans les bars la nuit au Japon, il y a des mecs comme Kefi qui traînent. Tout ça, donc il faut. C'est peut-être pour ça que tu vois, il y a des limitations. Non, en fait,
y a des clauses comme quoi t'as pas le droit de bosser en fait dans les métiers de la nuit et dans les métiers du showbiz. Ah ouais, d'accord. C'est quoi les Pourquoi? métiers du Parce que, showbiz, par exemple? par exemple, certains métiers de l'audiovisuel, en tant qu'acteur, ou c'est pour ça qu'il y a des visas spécifiques, le visa O, le visa Entertainment, qui est pour les artistes. Et Ça, en c'est un fait, working visa, ça. ça c'est un working visa, mais en fait, dans les clauses pour l'obtention du working holiday, ils te disent vous n'avez pas le droit de bosser dans les métiers de la nuit et vous n'avez pas le droit de bosser dans certains métiers du show business. Ça reste un peu flou. Moi, je pense qu'il y a un espèce de vide juridique, c'est-à-dire que c'est un visa qui te permet de bosser partout, mais ils veulent pas avoir des étrangers qui viennent au Japon et qui commencent en fait à travailler soit dans les métiers de la nuit, soit dans le showbiz, parce qu'on sait très bien que y a beaucoup de branches qui sont rattachées au Yakuza dans Ouais, ce type évidemment. de secteur. Ouais. Et ils veulent pas que les étrangers soient influencés et engrainés dans des business avec les Yakuza, parce que bon, ça fait pas bonne Bah, presse. bien sûr, évidemment. Voilà. Bah alors, Par contre, vas-y. quand t'es sur place, tu vas te présenter à un employeur, que ce soit dans un club ou dans un. Moi, j'étais dans une société de cascadeurs, donc métier de l'audiovisuel, métier du showbiz, et légalement, quand tu présentes du coup tes papiers de working holiday, tu as le droit de travailler sur place. C'est-à-dire que eux, ensuite, quand ils font les démarches pour t'embaucher, c'est un working holiday, tu as le droit de bosser. Donc il y a aucun blocage, tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est juste Ouais, au ouais, niveau ouais. des clauses pendant l'obtention ils essaient de pas te pousser à bosser dans ce genre de secteur. Ok, bah cool, merci pour la précision, impeccable. Bah voilà, donc vous avez tout entendu, donc mais ça c'est ce visa, c'est vraiment celui, je pense, Kifi, je sais pas, tu confirmes ou pas, mais pour moi c'est le meilleur visa pour un projet au Japon. Ça vous permet de c'est rester super. pendant un an, vous pouvez bosser quasiment partout, sauf milieu de la nuit ou comme on a dit, mais avec certaines nuances. Et surtout, voilà, c'est super facile à avoir. Vous avez juste à faire la demande, 4500 € sur le compte, et salut. Juste assurez-vous, voilà, d'avoir moins de 31 ans. Ouais. Alors pour, attends, je ferai rajouter autre chose. Moi, quand j'ai fait ma demande, tu sais, ils te demandent déjà d'écrire ton projet, de dresser une feuille de route. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, pour augmenter tes chances de l'avoir, il faut absolument en fait dire que tu viens dans le but vraiment d'apprendre de la culture, de t'améliorer en japonais, de travailler de temps à autre, de voyager, de visiter un maximum de villes, avec le projet bien sûr de repartir. Voilà, si tu dis ça en fait, tu t'es quasiment sûr de l'obtenir. Si tu commences à dire ouais, je vais venir m'installer au Japon et après je vais essayer de trouver un job pour obtenir un visa de travail et rester sur du long terme, t'as des chances que ton dossier il passe pas. ouais, j'avoue. Ils veulent pas du tout en fait. Ça, t'as quoi? T'as une lettre de motivation à écrire ou un truc comme ça, non? Ouais, De une mémoire. lettre de motivation et un parcours détaillé mois par mois sur les 12 mois, qu'est-ce que tu vas faire. Ah ouais, d'accord, bah ça je savais pas, heureusement que t'es là. Ok, Ouais. ok. Ouais, bah c'est... Putain, ah, d'accord, ouais, donc préparez-vous à faire votre plus belle tirade. Mais bon, techniquement, voilà, ils iront pas vérifier si vous mentez ou pas, donc assurez-vous de dire ce qu'ils veulent entendre, Exactement, ouais. et c'est bon quoi. Ok. Alors du coup, là on passe au visa étudiant, donc moi je vais pouvoir en parler puisque c'est ce que j'ai fait, puisque j'avais 31 ans. Donc une fois que t'as passé la barre des 31 ans, pour pouvoir venir ici, t'as pas beaucoup de choix. Hein. C'est quasiment... Ouais. T'as que ça en fait. À moins de te marier avec une japonaise ou si t'as la chance d'avoir quelqu'un avec qui tu comptais te marier et tu fais un peu plus tôt pour pouvoir bouger ensemble là-bas. Mais si t'es seul et que tu veux faire ce projet-là et que t'as plus de 31 ans, c'est visa étudiant. Il y a d'autres possibilités, mais on en reviendra. Pour moi, c'est pas viable. Mais je vais vous expliquer... Ouais. Il est de combien de temps le visa étudiant? Alors, un visa étudiant, il dépend de combien de temps en fait tu vas rester dans ton école. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as payé une école pour 6 mois, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Je crois que tu peux même faire un petit peu plus. Yeah. Mais c'est vraiment la durée que tu as pris dans ton école et que l'école le confirme. Voilà, tu as énormément de documents à faire. Mais alors le truc, qui je vous préviens, ça c'est une anecdote, parce que moi je peux vous dire que j'étais super chaud, je m'étais décidé, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, j'avais mis pas mal de temps, Ouais. tu sais, à me décider à enfin lancer le projet. Et du coup, j'étais chaud. C'est bon, je suis visa étudiant. Let's go. Je mets un peu de côté pendant 6 mois et on y va. Pour visa étudiant, il faut que tu aies 1 500 000 yens sur ton compte en actif. C'est-à-dire, si je dis pas de conneries, à vue nez, c'est. Non. C'est 12 000 € et quelques. Ah ouais, putain,
peu à la ramasse en conversion. Non, mais Ah, après, putain. parce que là, c'est ouais, c'est bon, après, voilà, j'ai pas le X converteur, là, je l'ai pas fait. J'ai le plus le X que le converteur. Donc, du coup, du coup, je pense que c'est à peu près genre 12 000, 13 000 euros. Parce que ouais, vous vous rendez compte. Mais en actif, encore une fois, c'est pas dans vos livrets A, c'est pas dans vos trucs. Si vous êtes quelqu'un d'intelligent, quand vous avez de l'argent de côté, vous faites fructifier. Soit tu paies un appart, tu vois, que tu fais louer, ou tu vas le mettre de côté pour, avec des intérêts pour gagner plus d'argent, ou le mettre dans un compte bloqué, tu vois. Donc, mais avoir un Ne actif sur mettez, ton compte, ne mettez, ne mettez c'est pas vos œufs dans le même panier, c'est très important de multiplier ses sources de revenus. bien sûr. Petit conseil, Voilà. On y tient. on y tient. Et donc, en fait, donc pour revenir à ce que je disais, donc voilà, donc ça, il faut le savoir, hein, parce que les étudiants, tu vois, la plupart des étudiants, donc c'est à partir de 14 ans, si je dis pas de conneries, à partir de 14 ans, mais entre 14 et 17 ans, les séjours étudiants que vous pouvez faire, ils sont limités dans le temps. C'est-à-dire, vous pouvez faire 3 mois, plus ou moins, vous pouvez pas faire très long, c'est pas très long. Il faut avoir plus de 18 ans, voilà, pour faire un visa étudiant longue durée. Et toujours est-il que pour ce longue durée, eh ben, il vous faut donc ce montant de ouf là pour. Et ça, le montant que j'ai cité, c'est pour 1 an. Il me semble pour 6 mois, c'est peut-être un peu moins, mais c'est un prorata, tu vois. Et la plupart des gens, de toute façon, un visa étudiant, ils vont prendre 1 an. Donc, Mais mon Steve, Ouais. est-ce que tu nous expliquerais pas un petit peu les contraintes de ce visa? Ah bah oui, j'y viens, encore une fois. Mais bon, j'insiste bien sur ça, puisque moi j'ai fait la méthode hein, qu'on a parlé avant, mais avec je sais pas combien de potes et d'amis. Hein. Parce que moi, à l'époque, j'avais pas 13 000 euros sur mon compte actif. Moi, je les avais sur un compte bloqué pour garder de l'argent. Donc, soit préparez-le dans votre tête en avance. Si vous voulez faire un visa étudiant, il faut ça. En particulier, si vous êtes plus de 31 ans, vous êtes indépendant, prévoyez qu'il vous faudra ça, il faut le justifier. Si vous êtes encore chez vos parents, vous avez 18 ans, sortez de l'université, vous voulez continuer à étudier au Japon, bon, en général, les darons, ça dépend des familles, chacun a des situations différentes, mais vos parents devront pouvoir justifier ça, soit tous à deux en fait. Bref, et donc du coup, alors par contre, quand on est visa étudiant au Japon, on peut travailler, mais c'est limité à 28 heures par semaine. Donc C'était à ça que je voulais en venir. c'est l'équivalent d'un mi-temps, quoi. Et vous êtes obligé d'aller à l'école tous les jours, et vous avez un système de pointage, c'est-à-dire que l'école, en plus les Japonais, vous savez comment ils sont au niveau de la règle, voilà, si vous êtes absent plus d'une fois ou quoi, et après ça va être remonté, et tous les mois, ils doivent justifier de votre taux de présence à l'immigration. Tous les mois? Tous les mois. Tous les mois, ils envoient à l'immigration votre taux de présence, et en fait, en fonction du pourcentage, je sais plus c'est combien, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, techniquement, vous êtes obligé d'aller à l'école, soit le matin, en général, c'est ça que font les étudiants, soit ils vont le matin pendant 5 heures, soit 5 heures l'après-midi, et le matin ou l'après-midi, en fonction de leur schedule, ils vont taffer sur un baito, donc un travail à mi-temps. C'est là que tu te dis, ça doit être le bon plan si t'es jumeau en fait. T'es jumeau, t'en envoies un en cours et l'autre il va s'amuser. Ouais, mais bon, après, il y en a un qui va devoir bosser quand même. Ouais. Il va bosser pour deux. Ah. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais effectivement, faut le savoir. Donc, ensuite, et encore une fois, même dans les baitos, c'est la même règle que le working holiday. Vous n'avez pas le droit de travailler dans les milieux de la nuit, du showbiz, ce genre de trucs-là. C'est vraiment des baitos, voilà, c'est restauration, peut-être des trucs sympas. Moi, j'avais fait mon baito qui était cool. Le baito que j'avais fait, c'était à Gogo Nihon. Il y en a peut-être qui connaissent cette boîte. Puisqu'en fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui écoutent, qui suivent Tev de ici Japon. Et en fait, Tev, la première OPSP qu'il a jamais signée pour sa chaîne YouTube, c'est avec moi qu'il l'a signée. Puisqu'en fait, moi je travaille à Gogo Nihon, et Gogo Nihon, je vous le conseille d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez aller au Japon, franchement, en visa étudiant, contactez-les, ils vont s'occuper de tout. Ils vont faire tous les papiers parce qu'il y a énormément de papiers à fournir à l'école, vos diplômes, etc., etc. Il faut avoir un bac plus 3. Enfin, c'est très compliqué et ça, ils gèrent parfaitement et c'est un service gratuit parce qu'eux, ils se font payer par les écoles à qui ils vous présentent. Donc, vous contactez, vous recherchez, il y a d'autres boîtes. Gogo Nihon, c'est une parmi tant d'autres. Donc, Gogo Nihon, vous y allez, vous contactez. Il y a des Français qui parlent français. C'est un peu con ce que je viens de dire. Il y a des gens qui parlent français et du coup, qui vont vous expliquer. Et surtout, ils gèrent tout. Vous avez juste à les écouter, vous donner les documents qu'ils vous demandent. Ils vont contacter l'immigration, ils vont contacter tout pour vous. Et ils vont vous présenter des écoles qu'ils ont dans leur catalogue. Et avec un peu de chance, ils ont eu des écoles qui vous intéressaient initialement. Et donc, renseignez-vous sur ça. C'est vraiment, franchement, c'est mon plus grand regret.
c'est que moi j'ai fait toutes les démarches complètement seul et que je les faisais directement avec l'école. Et je peux te dire que les papiers, les allées et venues, récupérer mon diplôme à l'ancienne, enfin, c'était la galère, ça m'a pris vachement de temps. Donc ça c'est mon plus gros conseil sur le visa étudiant. Et je pense qu'on a fait le tour pour le visa étudiant. Alors, le visa étudiant, par contre, vous pouvez le transformer en visa travail sans avoir à retourner en France. Ça, c'est cool. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai pas eu à déplacer. C'est ta boîte qui va t'embaucher, qui s'occupe de tout. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour l'étudiant. Donc ensuite, il y a plusieurs visas. Ouais. Donc ceux-là, on va les survoler un peu plus rapidement parce que les visas principaux qui permettent de réussir un projet de vie au Japon, pour l'entrée, c'est visa étudiant, Working Holiday, c'est les deux principaux. Et après, si vous avez l'âme d'aventurier, faites avec un visa touriste et sortir du pays pendant 2 semaines, revenir et tenter de créer un network et de faire quelque chose. Mais le visa touriste, également, tu peux pas le transformer en Working Holiday sur place, tu es obligé de rentrer en France une fois. Donc, les employeurs au Japon, eux, ce qu'ils préfèrent, c'est avoir quelqu'un sur place qui a déjà bossé avec le Working Holiday, même s'il doit rentrer, ou un étudiant et qui peut le transférer instantanément. Un touriste, il peut pas bosser avec eux, donc il n'a pas d'expérience professionnelle au Japon, et en plus il faut qu'il rentre en France une fois et qu'il est le sponsor pour qu'il revienne. Donc c'est un peu, voilà, les employeurs sont pas forcément super chauds sur ce truc-là, donc évitez quoi. C'est quand même super procédurier. Hein. Tout est fait pour te dissuader au maximum, j'ai l'impression. Bah, en fait, moi je pense qu'ils sont beaucoup trop. Ils se mettent un peu en mode chaperon, tu vois. Parce que tu vois, les montants qu'ils indiquent pour que les gens viennent, c'est parce qu'ils veulent vraiment être sûrs que les gens qui viennent, ils ont la thune. Tu vois, pour pouvoir se payer les loyers, tout ça. Pas des casos, Voilà. et qui viennent avec un objectif précis, tu sais, parce que si tu viens, t'es à la rue, potentiellement tu peux faire des conneries. Eux, ils aiment pas avoir des étrangers qui sont dans l'illégalité et qui n'ont pas d'objectif sur leur sol. Bien sûr. Ah bah ouais, de toute façon, l'immigration ici, c'est comparé à la sélectif. France, c'est ultra sélectif. Il y a... Alors, j'ai pas préparé pour le podcast, mais de mémoire, c'est moins de 5% les étrangers au Japon. Les immigrés. Ah, c'est ouf, hein. De la population. Donc t'imagines, je suis sûr que c'est moins de 5%. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, même si c'est une petite transition un petit peu tirée par les cheveux, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que le Japon il s'ouvre parce que sinon, en fait, à part remplacer tous les vieux par des cyborgs, ça va être compliqué, quoi. Ah ouais, le taux de natalité, il se casse la gueule d'une façon assez violente, hein, en vrai. Hein. Donc, ouais. Tu m'étonnes. Et du coup, ça impacte aussi leur système de retraite. Et je crois que en moyenne, il y a 2 actifs maintenant pour un vieux, tu vois. Ce qui était, si tu compares aux années 70-80, tu avais genre 10 ou 12 actifs pour un vieux. T'imagines Ah non, mais c'est chaud, franchement. Ouais, c'est sûr que l'avenir, par rapport à ça, c'est un peu tendu, quoi. Là, on va payer les retraites des vieux. Il y en a beaucoup trop. Et en plus, ils font pas de bébés. C'est qu'en fait, il y a énormément de vieux. Ils vivent super longtemps. De toute façon, on le sait, au Japon, ça fait partie des pays où il y a tous les centenaires, hein, notamment Okinawa. Et par contre, les jeunes, ils font plus de bébés. Le taux de natalité, c'est une catastrophe. Donc, ils comptent sur nous. Regarde, moi, j'en ai 2. Une qui arrive le mois prochain. Ouais, ils comptent sur nous. Là, c'est super. Ils comptent sur nous, mais ils ne facilitent pas trop la tâche. Franchement. C'est sûr. Après, ils font beaucoup des... Bon, là, on écarte un peu, on va revenir dessus, mais effectivement, là, moi, je peux te le dire, en tant que parent ici, ils font quand même pas mal d'efforts pour essayer d'améliorer la situation des parents ici. Tu veux dire des parents métis ou juste des parents en général, métis ou pas. Un enfant né de sang mêlé, comme on dirait. Ouais. Un sang mêlé, il a les mêmes avantages qu'un pur sang. Enfin, je parle comme des chevaux. T'as cru que c'est des vampires ou quoi? Ouais, oh la vache. Ouais, bref. Et donc du coup, pour finir donc sur les visas, donc il y a plusieurs autres visas que vous avez déjà dû entendre ou quoi, mais j'ai envie un peu de débunk le truc. Pourquoi on a fait un highlight sur le visa étudiant et working holiday et entre parenthèses touriste? Parce que les autres, franchement, c'est vraiment cas par cas de ouf, en fait, pour venir travailler ici. Donc en fait, le premier, c'est le visa époux, qu'on appelle le spouse visa, que ce soit si vous êtes marié à une japonaise ou un japonais, vous pouvez apply, et en fait, ça, c'est durée indéfinie. Vous pouvez travailler à 100% n'importe où vous voulez. Vous êtes considéré comme un civil au Japon. Voilà.
Mais vous êtes lié donc à votre partenaire, enfin votre époux ou votre femme. Et en fait, du coup, la question se pose. Si vous divorcez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses qui se passe Je me si pose la t'as question. si t'as un visa époux et que tu divorces? Alors, moi, du peu que je sais, hein, puisque bon, je pense qu'on a tous des amis communs qui se sont mariés avec des mariages qui ont eu plus ou moins de succès. Oui, Je pense malheureusement. Ouais. que déjà, je crois que tu as 6 mois, un an pour renouveler ton visa, soit le modifier en visa de travail. Parce que de toute façon, en plus, quand t'es marié, je crois qu'il y a des enquêtes déjà pendant un an, je crois déjà ils sont sur tes côtes pour savoir si c'est pas un mariage blanc ou. Ouais, Et après, tu dois, au début, tu dois renouveler. Au début, tu le renouvelles tous les ans, au tout début, le visa époux. ouais, c'est ça. Tu Donc dois ça le veut dire renouveler tous qu'en les gros, ans. Et après, si il te t'es donne plus marié long. avec quelqu'un, si t'es marié avec quelqu'un et qu'au bout d'un an ça se casse la gueule, déjà tu dégages. Ou alors t'as trouvé un travail et là ton visa tu te le fais sponsoriser par ta boîte et du coup ton visa époux se transforme en visa de travail. T'es d'accord avec moi? Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu Ouais. peux faire ça, mais en fait, là où je voulais en est, c'est qu'en fait, quand vous avez été marié au Japon, vous pouvez faire un visa, une demande de visa long-term resident. Donc en fait, vous pouvez en fait transférer et vous pouvez faire une demande en fonction de ce que vous avez accompli. Donc il y a des critères, vous avez travaillé ou pas pendant que vous étiez marié, la durée dans laquelle vous étiez marié. Mais si vous êtes marié, par exemple, admettons, pendant, je sais pas moi, 4 ans, et que vous avez bossé pendant ce temps-là, et que d'un seul coup, vous divorcez, mais que vous avez des enfants, vous voulez rester au Japon pour être près de vos enfants, et bah sachez que vous pouvez faire une demande de visa long term resident. Tout le monde ne le sait pas, c'est Alors, possible, ouais. c'est sur le site officiel. Alors, Steve, cette demande de visa, en fait, il y a quelques années, tu pouvais la demander que après 10 ans de Tu confonds pas avec le ouais, permanent 10 ans visa, toi? le visa permanent. Tu Bah, pouvais faire la demande ouais, mais je parle pas de au ça, bout de hein. 10 ans. C'est autre chose. C'est autre chose. Ah, d'accord, Ah non, tu c'est autre parlais de chose. quel Ouais, visa? ouais. C'est le visa long term resident. Et ça, c'est uniquement D'accord. quand tu as été marié, tu peux faire la demande. Il y a d'autres cas. Bon, après, les visas, vous imaginez, c'est ultra complexe. Je pense qu'il faut qu'on se focus sur les choses qui vont vous serviront ou pas. Donc voilà, sachez que ça existe. Si vous êtes marié avec une japonaise, un japonaise, vous pouvez venir ici, période indéfinie, renouveler tous les ans au début, et puis après, petit à petit, ça va s'allonger sur les renouvellements jusqu'au moment où ils peuvent effectivement vous proposer un visa permanent après 10 ans de travail. Mais le visa permanent, on va y revenir parce qu'en fait, c'est plus complexe que Alors, ça. ouais. Alors, ce long term resident, c'est quoi les paliers? Alors en fait, Parce que, ouais, alors en fait, c'est tout simple. ouais, Le visa permanent, c'est le Graal absolu. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez ça, c'est à vie, et vous pouvez faire des allers-retours autant que vous voulez. C'est genre vous êtes civil au Japon et en France. C'est genre le Graal absolu, quoi. Et tout est illimité et c'est à vie. Donc en fait, il faut soit que vous ayez travaillé, hein, pas vivre, hein. Vous ayez travaillé pendant 10 ans au Japon et vous pouvez faire une d'accord. demande et ensuite ils vont étudier votre dossier. Et mais en général, au bout de 10 ans, ça passe. Ok. Et sinon, vous pouvez faire la demande avant, avec un système de points, en fait, qui est sur un truc qui s'appelle le Point Calculation Table. Et en fait, ils font des calculs en fait en fonction de plusieurs critères, en fonction de ça fait combien de temps que tu es au Japon et que tu travailles, c'est quoi tes revenus annuels, et combien de taxes tu as payé au Japon. Si tu es dans une petite boîte, tu vois, si tu étais dans la recherche ou si tu étais. En fait, on va y revenir tout de suite sur ça. C'est bien, ça fait une bonne transition avec le visa travail. Mais en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes dans les visas travail, vous avez le barème est différent. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le temps que vous êtes resté ici, vos revenus, là j'ai en face de moi, hein, combien de taxes vous avez payé, et il vous faut 70 points sur ce barème. Si vous avez 70 points, vous l'avez direct. Moi j'ai 65, je suis dégoûté. Je crois Non. qu'il y a aussi l'âge, hein, il demande l'âge aussi, je Ah sais pas, pardon, tu oui, vois. Ça oui, doit oui, tout rentrer. à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Et aussi votre âge. Et plus vous êtes vieux, et moins vous avez de points. C'est ça, ouais. Des bâtards. Ouais, mais voilà, en gros, le visa permanent, voilà, c'est soit vous restez 10 ans, soit vous avez 70 points sur leur barème, avec les critères que j'ai cités. Mais bon, c'est le Graal absolu. Donc moi, je pense que d'ici janvier de l'année prochaine, je devrais avoir 70 points. Et je vais pouvoir avoir le Graal. Donc ça fait 5 ans que je Je travaille pense que tu ici. pourras faire la demande parce que je crois que cette demande de visa permanent, elle a été rabaissée à 5 ans.
Non, mais c'est ce que je viens de dire. Le nombre d'années Ouais. que t'as, on s'en fout. Si tu fais 70 points avec 2 ans de travail ici, c'est bon. C'est-à-dire qu'il y en, D'accord, il y ouais, en ok. a, il y en a par D'accord, ça exemple, rentre en ligne de compte. c'est qu'en fait, si tu as un salaire super élevé, genre je sais pas, si tu gagnes 200 000 euros par an, tu vois, tu vas avoir beaucoup plus de points qu'un mec qui gagne 70 000 euros par an. Ouais, mais du coup, il y a le facteur temps aussi qui peut jouer en Ouais, ta faveur si t'as pas assez de points. mais il est dans, non mais ouais, c'est ça, mais en fait c'est dans le barème, c'est un Ouais, mélange. Il y a un mec qui peut être là que d'accord. depuis 3 ans, mais il a un salaire de malade mental, il travaille dans un domaine super spécifique, il fait dans la recherche, il a fait des papiers qui ont vraiment contribué à l'économie japonaise, ils vont lui donner un Ouais. visa permanent au bout de 3 ans. Et un mec qui fait un travail, par exemple, un mec qui est dans un visa entertainment, qui fait juste des métiers d'agence, de mannequinat et de trucs là, lui, en fonction de ce qu'il gagne, et en fonction des années, les années, ça va être beaucoup plus important parce qu'en général, ces personnes-là, à moins d'être Mmh. ultra connus, ils vont pas gagner des milliers et des cents, tu vois. Donc, ils Putain, vont gagner. tu, tu- Vas-y. tu pourrais trop faire une analogie avec la demande d'un crédit à la banque. Tu sais, en fonction de tes revenus, si t'as un CDD, un Ouais, CDI, ouais, c'est ça. Ouais. si t'as un Bah, apport, pas d'apport, tu peux acheter un appartement ou pas, tu vois. bah Si ouais, t'accordes le crédit ou pas. mais en vrai, le visa permanent, c'est un visa ultra important, ultra violent, quoi. Donc une fois que tu l'as, t'as plus besoin, tu vas plus jamais à l'immigration, quoi. Tu m'étonnes. C'est complètement ouf. C'est donc du coup, moi, j'attends qu'une chose, c'est de l'avoir. Normalement, l'année prochaine, si tout va bien, je devrais le faire. Voilà. Du coup, ça c'est pour le permanent visa. Et donc du coup, je décline un peu sur les visas de travail. Donc les visas de travail, donc on appelle working visa. Et en fait, il y a plein de catégories, d'accord. Donc c'est un petit peu complexe. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des visas en fonction de ce que vous allez faire comme travail. Les visas d'ingénieur, il y a des visas ce qu'on appelle specialist in humanities, donc des spécialistes de l'humain. Je déconne. Oh. Ce qui est les trucs international service, donc par exemple les gens qui travaillent dans les traducteurs, les interprètes, les PR, RP, pour les public relations, Ouais. tout ce qui est international trade et tout ça, eux ils auront un visa international services. Et en fait, le visa s'appelle Engineers Specialist in Humanities International Services. Donc en fait, c'est les trois. C'est que ces trois catégories de travail, c'est le même visa, il s'appelle comme ça, c'est celui que j'ai. Puisque moi, je suis assimilé à Specialist in Humanities, puisque je travaille dans le recrutement. Donc j'aide les gens à trouver du travail, donc c'est tout ce qui est économique, social field, tout ça. Donc je suis un spécial, voilà, trafiquant d'humains, c'est ce que vous avez. Donc voilà. Et après, mais il y en a plein d'autres. On va pas rentrer trop dans le détail, mais en fonction de ce visa, ce qui est requis pour avoir ce visa est différent. Par exemple, ce visa que j'ai cité, si vous travaillez, vous êtes ingénieur, si vous travaillez dans les métiers un peu du social, du légal, de l'économie, ou alors si vous êtes dans l'international, interprète, etc., fashion design, plein de trucs pour ça. Eh bien, en réalité, les ingénieurs, il vous faut soit donc un master ou un bac plus 3, pardon, un bac plus 3, ou alors 10 ans d'expérience, justifié de 10 ans d'expérience. Si vous n'avez pas le diplôme, si vous avez 10 ans d'expérience, c'est bon. Vous pouvez l'avoir. Et pareil pour moi, il a fallu que je monte mon bac plus 3. Ou alors que j'ai travaillé pendant 10 ans dans un secteur. Donc si vous êtes jeune, que vous avez seulement 2-3 années d'expérience, pour avoir un working visa, ça va être compliqué si vous n'avez pas de bac plus 3. Donc ça, il faut le savoir. Parce que si tu viens au Japon Alors, en mode working... j'ai une question, Vas-y, Steve. vas-y. J'ai une question. Est-ce que c'est, selon toi, possible? Moi, ça me paraît possible, hein. Si on n'a pas ce niveau d'expérience et ce niveau d'études, est-ce que c'est possible de contourner un petit peu ce système en trouvant une société qui est prête à reconnaître nos compétences et à nous sponsoriser? En fait, Nous c'est pas... sponsoriser le visa. Ouais, bien sûr. Alors en fait, bien évidemment, il y a des exceptions. Ce que je dis, c'est ce qui est sur le papier, d'accord. Donc c'est les choses Mhm. ce que l'immigration va demander. Il y a des cas particuliers, toujours. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous regardent qui vont avoir, ouais, mais moi je connais un mec qui a fait ça, etc. Mais aujourd'hui, le but pour moi, en tout cas, hein, le but premier, c'est de vous donner les éléments qui sont garantis. Pour que si vous faites votre projet de venir vivre au Japon, que ce soit une réussite. Vous ne basez pas sur les on dit, sur j'ai entendu que machin, il y a possibilité. Si vous vous basez sur un truc, un critère qui est une variable, qui n'est pas garantie, vous prenez un risque pour votre projet. Mais Non, c'est clair. effectivement, tu as raison. Il y a des cas particuliers, mais du coup, ça dépend vraiment du travail. Par exemple, le visa entertainment,
c'est un visa qui n'est pas vraiment, c'est pas un visa travail. Il n'est pas dans la catégorie visa working travel, working visa en fait. Il est, Moi, je l'ai eu. c'est ce qu'on appelle un skill visa, tu vois. Et c'est genre pour les professeurs, pour les artistes. Il y en a même pour les activistes religieux, genre les missionnaires, tout ça, les journalistes, Waouh. les chercheurs et donc les entertainers. Donc si vous venez pour entertain, du coup vous pouvez avoir ça, mais ça c'est beaucoup plus flex pour les avoir. Donc en fait, si tu veux, en réalité, voilà, il y a pas mal de possibilités. Renseignez-vous. Un coup de Google en 2 spies, c'est vraiment très facile à trouver. Visa et immigration procédure au Japon, vous avez la liste et vous voyez en fait les points requis. Mais bon, voilà, si vous êtes comme moi, par exemple, vous êtes commercial ou vous travaillez, vous êtes, je sais pas moi, avocat, comptable, vous êtes bilingue, vous voulez faire de la traduction, tout ça, il vous faudra ce que j'ai dit. Donc, par exemple, International Services, là, il vous demande seulement 3 ans d'expérience. Tu vois, Ouais. 3 ans d'expérience ou alors un degré universitaire qui correspond. Mais si vous êtes ingénieur, c'est ce que je dis, il y a forcément des gens ingénieurs qui nous écoutent. Par exemple, les gens qui travaillent en IT, qui veulent faire de l'IT ici, il vous faut un minimum un bac plus 3. Ou alors avoir travaillé pendant 10 ans en IT, même si vous avez un bac, juste un bac, c'est bon. Tu vois. Mais voilà, juste le working visa, ça marche comme ça. Et donc, du coup, il y a plein de catégories, comme j'ai cité, qui vous permet en fait de rester ici. Et en réalité, le working visa, c'est la première grosse étape dans le projet au Japon. Puisque si vous venez en visa working holiday, ça dure que 1 an, donc c'est temporaire. L'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Visa étudiant, c'est pareil, c'est temporaire. Visa touriste, encore pire. Donc ces 3-là vous permettent de venir au Japon et de pouvoir faire des entretiens en face à face. Et pouvoir montrer aux gens que vous êtes là, faire votre network, c'est vraiment super important. Et ensuite, si vous arrivez à obtenir le visa de travail, bah c'est bon, hop, c'est bon, vous êtes techniquement, vous avez réussi votre premier step pour votre projet au Japon. Et puis après, bah, c'est simplement d'être heureux dans votre travail, trouver un bon travail qui va vous donner suffisamment de revenus pour être confortable ici. Parce que un autre conseil que j'ai, et que je pense que vous serez complètement d'accord avec moi, le rêve de vivre au Japon, c'est bullshit, c'est de la merde. Désolé des termes, c'est pas ça qu'il faut avoir en tête. Le projet que vous devez vous dire dans vos têtes, c'est je veux vivre au Japon bien. Comment être à l'aise au Japon. Mais il y en a plein. C'est pour être au Japon. Mais c'est être au Japon pour être au Japon, ça sert à rien. Vous allez autant, quitte à mal le vivre, autant le vivre dans son pays. Exactement. Mais tu vois, je te jure, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont pouvoir se reconnaître ou qui ont entendu des témoignages sur YouTube, sur les forums de mecs qui crachent sur le Japon comme pas possible. Parce que les mecs qui sont venus au Japon sans être préparés, sans diplôme, sans qualification, ils sont venus à l'arrache comme ça, et ils ont fait professeur de français, professeur d'anglais en gagnant des misères, en faisant des baitos à pas d'heure, à faire des heures pas possibles, à se sentir exclu, à être malheureux, tu vois. Et après, quand ils rentrent, ils disent putain, le Japon ça pue sa mère parce qu'en fait. Non, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne préparation à la base. Sûr. C'est clair que quand tu vas dans un pays, déjà, t'essayes de parler un minimum la langue. Moi, je sais que quand j'ai fait mon working holiday, j'étais en guest house, donc j'étais avec des étrangers, dont certains qui étaient il y avait un anglais, il y avait une italienne. L'anglais avec qui j'étais, ça faisait 3 ans qu'il était là, il travaillait en tant que prof. Il savait pas aligner 2 mots en japonais. Il y en a plein. C'est un truc de ouf. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont au Japon, moi je connais un mec dans ma boîte de recrutement, ma précédente, il travaille en recrutement, mais lui, il faisait que les postes bilingues, il travaillait que avec des boîtes internationales. Il est là depuis 9 ans, et le mec, il savait pas demander où étaient les chiottes, limite. Toi. Donc, si tu veux t'épanouir, il faut déjà que tu maîtrises la langue un minimum. Bon, après, si tu parles anglais, c'est bien, hein, mais on connaît le niveau d'anglais des Japonais, même si peut-être maintenant il y a un mieux. Ouais, si c'est pareil. Hein. Les jeunes parlent un petit peu plus, mais ça reste quand même un peu éclaté quand même. Ouais, si tu veux avoir une vie sociale épanouie, surtout au Japon, parce que c'est un petit peu... c'est la base, hein, de sortir, de partager, de faire des rencontres. Donc tout passe par l'échange, tout passe par les mots. Il faut maîtriser un minimum le japonais ou n'importe quelle autre langue en fonction du pays où tu vas. Mais tu peux pas partir dans un pays et dire vas-y, j'apprends pas la langue locale, je reste sur mes acquis. C'est mort. C'est vraiment... En fait, pour être franc, c'est possible, mais vous allez passer à côté de... Tellement de choses. Trop de choses. Déjà, rien que les relations.
se faire des vrais potes, si vous êtes célibataire, trouver un copine ou un copain japonais. Bah, vous allez pouvoir développer un peu sur place, mais essayez de partir avec des bases. Et du coup, c'est une transition parfaite. Encore une fois, je vais t'appeler Mister Smooth. Smoothie. Mr. Smooth. Puisqu'en fait, on a fait le tour des visas. Donc, il y a encore un visa qui s'appelle Dependent Visa. Si vous avez, par exemple, un conjoint français qui... En fait, il y a encore d'autres visas. Il y en a encore quelques-uns, mais ceux-là, franchement, on va les énoncer très rapidement. Il y en a un, c'est un visa de transfert. C'est-à-dire que si vous avez une boîte en France, vous travaillez chez BNP et que vous allez être transféré chez BNP Japon, du coup, c'est un visa spécial. C'est un visa d'expatrié. Donc là, en tant qu'expatrié, c'est vraiment très différent. Ils vont vous payer le logement, ils vont vous payer le transport. Et en fait, en fonction de la distance des deux pays, vous allez avoir un salaire plus ou moins élevé. C'est vraiment très spécifique. Mais là, ça, c'est un cas sur 500 000. Hein, parce que même quand vous êtes dans une boîte et vous savez qu'il y a une filière au Japon, il y a toujours une liste d'attente. Ça dépend des besoins, ça dépend des timings, ça ne dépend pas de vous. Donc c'est un projet qui peut vous arriver si vous avez de la chance. Mais en général, les gens qui font ce truc-là, c'est des gens à qui c'est arrivé, mais qui n'avaient pas prévu que ça arrive. Tu vois. Et du coup, si jamais vous avez quelqu'un, ou quelqu'un par exemple, tu vois, qui est français, qui a un travail au Japon, c'est votre mari, ou une française qui est au Japon, et qui a un travail et que vous voulez la rejoindre, vous pouvez. En fait, elle n'a pas besoin d'être japonaise pour vous faire venir. Si elle a un working visa, c'est bon. Un visa de travail, elle peut vous faire venir. Par contre, vous êtes limité, vous pouvez venir et tout, mais vous ne pouvez pas travailler à plein temps, parce qu'elle n'est pas japonaise. Ça, il faut le savoir. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, vous pouvez travailler que 28 heures par semaine, comme les étudiants. Et du coup, il n'y a que si elle obtient un visa permanent que ça peut changer. Donc, mais en tout cas, en général, ce que font les gens, c'est qu'ils arrivent en visa dépendant, et puis ils cherchent un taf, et puis qu'ils travaillent, ils switchent eux-mêmes en visa de travail, et puis les deux sont en visa de travail, quoi. Les étrangers, les couples d'étrangers au Japon, en général, c'est ça. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de quasiment tous les visas. Donc je pense que là, je pense que c'est super. On a un petit peu abordé le sujet du visa. On l'a pas simplement survolé. Je pense on a donné des détails assez approfondis. Ouais, je pense aussi. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des infos qui peuvent servir qui peuvent vous servir entre vous, n'hésitez pas à échanger dans la barre des commentaires. Bien sûr, on est là pour ça. Hein. C'est une plateforme d'échange en réalité. Hein. Voilà. Ok, super. Bah du coup, les visas étant terminés, donc c'était le côté informatif un peu chiant. Donc désolé à ceux qui viennent se détendre en écoutant le podcast. J'ai vu qu'il y en a qui écoutaient dans le train et tout. Donc là, on va passer sur maintenant que vous avez tous les visas, la préparation. El preparation. En espagnol, non, ça marche pas. C'est pas ça. El preparation. Je sais pas, moi je parle pas espagnol. Non, je dirais même El preparation de la morte. Ah, de la muerte. De la mort. De la muerte. La mortée. Putain, t'as l'espagnol des bidonvilles. Ouais. Bref, donc du coup, je te laisse. Keffi, vas-y, enchaîne parce que t'avais commencé justement. Et un des premiers sujets, c'était le japonais, quoi. Oui, la préparation. Donc, alors déjà, je ne sais pas si pour certaines personnes vous avez l'intention de faire des études de japonais ou pas, quoi qu'il en soit, que vous soyez autodidacte comme moi ou que vous vouliez suivre des études, que ce soit une licence, un DUG, il faut absolument partir avec des bases au Japon. Ça va vous faciliter la vie, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Ouais, c'est clair. À partir du moment où vous avez déjà un niveau correct en conversation, après votre niveau, de toute façon, il va faire qu'évoluer. Vous allez faire que vous améliorer au fur et à mesure du temps sur place, parce que de toute façon, les gens là-bas sortent beaucoup, partagent beaucoup. À moins que vous voulez passer vos journées dans votre chambre. Si c'est le cas, je pense que vous avez rien à faire au Japon, autant rester chez vous. Ouais, tout à fait. Donc oui, la langue, très important. Toi, Steve, du coup, je pense que t'as bossé aussi vénère le japonais avant d'y aller. Alors, en fait, pour être franc, pas vraiment. Parce qu'en fait, la grosse différence avec toi, je sais qu'il y a un commentaire qui avait été dit sur la précédente vidéo qui, en fait, demandait c'était quoi nos cursus, tu vois. Donc on peut répondre rapidement. Donc en fait, moi j'ai un bac plus 3 en technico-commercial de bio-industrie. Donc j'ai fait des études de biologie. Ensuite je me suis spécialisé en commercial. Et après pendant 10 ans, j'étais donc Key Account Manager, donc c'est-à-dire commercial, gestionnaire de compte pour des boîtes dans le laboratoire à vendre des instrumentations, des trucs comme ça. Et j'ai fait une escale d'1 an au Qatar
quand j'accompagnais ma précédente conjointe pour avoir une expérience internationale. J'ai fait le même métier là-bas et ensuite je suis revenu en France pendant 3 ans. Et là, quand je suis revenu en France, j'avais décidé, c'est une bonne transition au final, encore une fois, c'est là que j'ai décidé de partir au Japon à 100% quand je suis rentré du Qatar. Et du coup, je m'étais dit, je me trouve une boîte qui correspond à ce que je sais faire, je mets de côté à Bâle et je me renseigne, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, et je me fixe une date à laquelle je veux partir. Et donc le japonais, pour revenir à ta question, excuse-moi d'avoir un petit peu dilué, Non, non, t'inquiète. du coup en fait moi je parlais déjà japonais parce que comme je l'avais expliqué sur mon introduction, j'ai passé 12 ans, 10-12 ans à faire un nombre incalculable de voyages. Sur mon passeport il n'y avait que le Japon, j'ai dû prendre 2 passeports parce qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre les tampons. Et je passais 5 semaines ici, quoi, et j'étais toujours avec des japonais, quoi. Je traînais rarement avec des non-japonais. Et du coup, j'ai développé mon japonais sur place. Donc, c'est un peu un japonais de la rue que j'ai eu, tu vois. Donc, j'ai pas fait vraiment des études avec genre une bunpo, enfin une grammaire clean et tout. Et donc, j'avais vraiment appris comme ça. Donc, quand je suis arrivé, je parlais déjà en fait conversationnel, mais avec, si tu veux, une grammaire un petit peu disparate. Mais je me faisais parfaitement comprendre et j'arrivais sans problème à discuter. Et du coup, après être arrivé ici, j'avais déjà ces bases-là. Et avant de partir, j'avais commencé à apprendre les kanji. Et je m'étais un peu. J'avais étudié un peu la grammaire. Et comme je suis arrivé en étudiant ici, j'ai trouvé mon travail au bout de 3 mois. Mais pendant ces 3 mois-là, j'ai eu 3 mois de 5 heures de cours le matin de japonais, quoi. Donc ça, c'était. C'est cool. Bah oui, mais de toute Voilà. façon, tu t'es formé, même en autodidacte, tu t'es formé. De toute façon, je C'est reste ça, ouais. persuadé que un autodidacte sera de toute façon toujours plus performant qu'un mec qui a suivi juste, ou qu'une personne qui a suivi juste, tu sais, un cursus déjà établi, scolaire. Parce Ouais. que quand tu es autodidacte, en général, c'est que tu es passionné. Si tu es passionné, tu vas dans le fond des choses. Moi, je sais, moi j'ai été jusqu'au BEP vente action marchande. Après, j'ai lâché mes études. J'étais tellement ouf du Japon. Je suis rentré dans une école qui s'appelle Tenli dans Paris. J'ai fait 15 heures de japonais pendant 1 an. 15 heures de japonais par semaine pendant 1 an. Et, euh, et après, j'ai fait mon working holiday. Je voulais absolument partir au Japon. J'avais déjà quelques années de pratique des arts martiaux, de la gymnastique. Je savais que je voulais être cascadeur. Je savais pas comment y arriver. Mais je me suis dit, je parle déjà japonais alors que je n'y ai pas encore mis les pieds. Il faut absolument que je fasse mon working holiday. Je vais tenter ma chance au Japon. En parlant japonais, je vais essayer de devenir cascadeur. J'y suis allé, j'y suis arrivé. Euh, mais si je ne parlais pas japonais, ça aurait même pas été imaginable. Parce Ouais. que j'aurais même pas pu communiquer avec le patron de cette boîte de cascade qui m'a fait confiance. Hmm. Ouais. Bah, tu vois, ça c'est un très bon exemple, hein. Tu vois, c'est tout ne, tout ne va pas sans rien, quoi. Le japonais, c'est primordial. Et de toute façon, c'est vrai pour n'importe quel pays, hein. Si vous expatriez au Canada, si vous parlez pas anglais, enfin, what the fuck, quoi. Ça c'est, faut vraiment faire un effort là-dessus. Et vous pouvez déjà venir tâter la température. Déjà, ça c'est un autre dans les préparations. Moi, c'est un autre truc que je recommande. Donc le japonais, ça c'est 100% d'accord avec toi. Euh, à partir du moment où vous avez identifié, ce qu'il faut d'abord aussi, je bafouille un petit peu parce que je suis un peu fatigué, peut-être le umeshu. Ah, Donc, t'es fatigué, chez toi c'est le matin. C'est moi qui ouais, devrais être fatigué. Ici, il est 4h50 du ouais, mat. mais moi j'ai un bébé qui se réveille la nuit, tu vois, monsieur. Ah oui, oui, d'accord. Donc, C'est pardonnable, voilà, j'entends. ouais, ça c'est l'excuse J'entends. bébé à passe-partout. Euh, donc, ce que je voulais dire en fait, c'est qu'en fait, ce qu'il faut voir un truc, c'est pourquoi vous voulez vivre au Japon. Posez-vous les bonnes questions en fait. C'est pourquoi vous voulez vivre au Japon, comment vous voulez y rester, combien de temps vous Et voulez la, y et, vivre. la, et la question, elle est pas vite répondue, hein. Grave. Donc posez-vous ces vraies questions-là, parce que souvent, nous les premiers, hein, on est fans, je suis pas fan d'animé, fan de japanimation, fan de musique japonaise, fan de la culture en général, fan de la bouffe, de bonsaï ou que sais-je. Et c'est très facile d'être sublimé par le Japon, parce que c'est une culture qui est extrêmement séduisante. Donc Mm. il faut vraiment vous poser les bonnes questions, parce que vivre et être touriste, c'est 2 mondes différents. Je pense que vous l'avez déjà entendu plein de fois. Mais en réalité, posez-vous les questions, quoi. Donc pourquoi, comment, combien de temps, où ça? Parce que vous pouvez être à Nagoya, à Osaka ou à Tokyo, hein, t'es obligé de venir qu'à Tokyo, ou même à Kochi, hein, comme j'avais été visité à l'époque, et les autres choses qui sont importantes pour vous. Et le fait, justement, de voir ça, comment vous pouvez répondre à ces questions, c'est de voir votre situation. Quel âge vous avez? Quels sont vos diplômes? Combien d'années d'expérience vous avez? Et c'est pour ça que j'ai commencé par les visas,
parce que comme vous l'avez vu, en fonction des visas, vous avez des requis différents. Et essayez de viser quel visa vous allez essayer d'avoir en target. Qu'est-ce que vous pouvez avoir, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et déjà, ça commence par venir visiter au Japon. En fait, si vous n'êtes jamais venu, venez pas direct. Enfin, toi, Kefi, peut-être que tu l'avais fait. Non. Moi, mais- avant de faire mon working holiday, comme j'étais ami avec un japonais qui était venu en France. Bon, c'était lié d'amitié et du coup, je l'avais hébergé plusieurs mois dans l'ancien appart de ma grand-mère qui était vide, puisque ma grand-mère elle vivait chez nous avec ma mère. Et du coup, il m'a proposé, il m'a dit si tu veux aller visiter le Japon avant ton working holiday, tu peux aller chez ma famille pendant 3 mois. Mais il vivait à Osaka. Et du coup, je suis allé visiter avant de faire mon working holiday, mais c'était genre quelques mois avant. Hein. Je suis allé 3 mois à Osaka. D'ailleurs, comme c'était Osaka et que Osaka, il y a un dialecte qui s'appelle le Osaka-ben. C'était tellement éloigné du japonais, du Hyojungo que j'avais appris. Ouais. Le japonais académique et le Osaka Ben, mon pote. Le mec, il arrive, il va sortir. Ouais. Attends, surtout, c'est. Sonaya. Sonaya. Nandeane. Ryanair. Hokaboke. C'est. Bref, du coup, c'était tellement éloigné du japonais que j'avais bossé que je me suis dit, mais putain, mais j'ai atterri où, quoi. Alors après, du coup, c'est cool parce que ça m'a permis en fait de m'exercer à ce dialecte et au final, j'en ai fait une force après puisque aujourd'hui, je maîtrise l'Osaka-ben et le Hyojungo, enfin le japonais conventionnel. Mais du coup, oui, je me suis un petit peu éloigné du sujet, mais c'est super important. Avant de savoir si le pays va vous plaire, partez quelques semaines, partez un mois ou deux juste pour aller voir, prendre la température. Et si ça vous plaît, on rallonge un petit peu le temps le temps sur place. Si vous pouvez faire un working holiday, faites un working holiday, vous allez rester 1 an, vous allez encore plus pousser, on va dire plutôt, vous allez vous confronter à vos propres motivations face au Japon. Est-ce que vous aimez vraiment le Japon? Est-ce que vous êtes resté assez au Japon pour apprécier les bons côtés, les mauvais côtés? Et à partir de là, vous pourrez vous faire un constat et savoir si vous voulez aller plus loin. Du coup, après, il y a toutes les démarches qu'on vient d'énoncer. Parfait, ça fait partie des choses que j'avais envie de dire. T'as tout dit. Je vais pas le répéter, hein. Je suis entièrement d'accord avec Kefi. Venez, vous jetez pas à la mer sans savoir si l'eau est glacée ou si elle est brûlante. Il n'y a pas de mer brûlante, mais enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Dans le bain. Voilà. Vous pouvez toujours nager, mais voilà, il va faire froid ou chaud. Enfin bref, la métaphore elle est éclatée. On va l'oublier. Je me suis foiré là, je voulais faire un truc stylé. Mister Smooth, c'est pas moi. Bref, donc on revient sur le sujet. Donc ouais, voilà. Donc, donc le japonais 1, venir au Japon pour visiter, prendre la température. Et on l'a évoqué au début, mais mettez de l'argent de côté. Très important. Puisqu'en fait, au Japon, le coût de la vie est différent. Et surtout, quand vous allez démarrer au Japon, vous n'allez pas être dans des conditions aussi confortables que vous aviez quand vous étiez en France. Être chez vos parents qui paient le loyer, qui paient tout si vous êtes étudiant, ou si vous avez un travail sympa avec un salaire qui vous convenait, vous n'allez pas avoir le même salaire dès que vous allez arriver, à moins que vous ayez énormément de chance. Tu vois. Vous allez repartir étudiant, mais c'est ce qui m'est arrivé. Donc, quand je suis arrivé étudiant, il fallait que je trouve un logement, il fallait que je me paie un truc de téléphone. Mon gars, les tarifs de téléphone ici, c'est des glingués. Hein. C'est comparé à la France, hein, c'est ultra cher de ouf, ça n'a aucun sens. Une espèce de lobby chelou, bref. Mais en fait, plus pour préparer, sans entrer dans les détails, pour pouvoir avoir un tampon, une marge de manœuvre, au cas où il y a des imprévus, peu importe lesquels. Ne serait-ce que même, il vous arrive quelque chose, vous avez un accident, vous allez à l'hôpital, il y a une assurance, pour assurance étudiante, tout ça, mais ça rembourse pas tout. Hein. Donc c'est pas comme la France. Hein. Donc, et bien de l'argent, moi je dirais, si vous venez pour 1 an, ayez au minimum 5 000 € de côté. Pour moi, c'est vraiment un minimum. Et l'idéal, moi je dirais que c'est 10 000 € pour être super à l'aise. Ouais. Mais ça reste beaucoup, je sais, ça dépend des gens. Mais voilà, moi ce que je conseille, c'est qu'en fait, le mieux, c'est de vous dire, ok, là par exemple, aujourd'hui, maintenant, si vous vous posez la question de partir ou pas, on est en juin 2022. Vous savez que les frontières vont sûrement réouvrir en tant que touriste à partir d'automne, mais les visas étudiants, vous pouvez déjà les faire. Vous pouvez venir ici en étudiant, vous pouvez venir ici en working holiday, c'est ouvert. Donc,
vous vous dites, ok, je veux partir en janvier 2023. Et pendant tout le reste de l'année, bah, vous mettez un petit peu de côté tous les mois pour arriver à 5000 balles. Vous vous rapprochez le plus possible. En même temps, vous travaillez le japonais tous les jours. Pas besoin de travailler des heures. Ne serait-ce que vous travaillez ne serait-ce que 30 minutes par jour, 31 heures par jour, c'est déjà super. Si vous êtes constant, vous allez voir, les résultats sont assez incroyables. Et du coup, voilà, c'est ça, quoi. Dites quand est-ce que vous partez, combien de temps vous restez. Et en fonction du visa, vous savez combien vous allez devoir avoir sur votre compte, dans tous les cas. Donc, ça vous permettra, en fait, de savoir, ok, combien de temps j'ai devant moi avant de partir au Japon, et combien de temps j'ai besoin par rapport à ma situation pour mettre de côté environ 5000 € pour arriver super à l'aise. Soyez pas pressés, vous jetez pas parce que vous en pouvez plus. Voilà, la France, ça pue sa mère. J'étais comme ça. Hein. Mais si vous le pouvez, préparez-vous, soyez patient. Mais soyez en sorte de bien préparer les économies. Et donc moi, j'ai un conseil là-dessus. Alors bon, on n'est pas encore très connu, on est un petit chaîne, mais bon, voilà, ça reste entre nous. C'est chelou, mais il y a un truc qui s'appelle l'ACRE. Si vous avez bossé, si vous avez par exemple comme moi, vous avez bossé quelques années et que vous avez le droit au chômage, d'accord? Il y a des gens en fait, ils vont quitter leur boîte où ils vont faire un arrangement à la merde pour toucher le chômage et du coup, bah, ils vont essayer de gratter le chômage pendant quelques semaines, un mois ou deux au Japon et après, bah, comme il faut pointer, forcément, ils vont perdre leur chômage, tu vois. Et ben en fait, il y a un truc qui s'appelle l'ACRE. C'est si vous créez votre société en auto-entrepreneur. Vous créez votre société en auto-entrepreneur et en fait vous faites la demande de l'ACRE, c'est une aide à la création d'entreprise. Et en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont annuler votre chômage. Car le chômage, plutôt que le chômage vous l'avoir pendant 2 ans, je me souviens plus, hein, franchement c'est 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Vous avez le chômage, et bah en fait ils vous le réduisent à 1 an, mais par contre ils vous le donnent en 2 fois. Ils vous le donnent bam dès le début, cool. Ils vous le donnent, donc moi c'était 6000 balles, et ensuite ils te redonnent 6000 balles 6 mois plus tard. Ou 3 mois plus tard, ou un mois, je sais plus c'est tous les combien. Mais du coup, moi j'ai fait ça, j'ai créé une entreprise à mon nom, j'ai récupéré les acres, ce qui en fait, c'est pas illégal, hein, c'est ce que vous avez cotisé, et vous y avez droit. Donc moi je me suis dit, je vais créer une entreprise, parce que ça pourra toujours me servir d'avoir cette entreprise, peut-être si je veux créer un business au Japon ou quoi, donc je vais la créer. J'imagine qu'après tu peux la mettre en sommeil, de temps de ton... Ah oui, non, mais bien sûr, tu peux même la fermer. Ouais. Tu peux même la fermer ta boîte. Non, après tu peux la fermer. Il y en a, ça dépend. Ça, c'est vraiment juste utiliser le système. Moi, je l'ai laissé ouvert. Elle est toujours ouverte. Si jamais demain je veux créer un truc, bah, elle est déjà créée, tu vois. Et comme je suis au Japon, si un jour je veux être indépendant, bah, j'aurai ce truc-là et je pourrai payer gentiment mes taxes en France. Mais en gros, les gens, ce qui veut dire, Steve, c'est que dans le système, il y a plein de failles. Il faut les utiliser. Ouais, de ouf. Mais renseignez-vous, hein, les acres ACRE. Si vous êtes actif, vous avez le droit au chômage et vous voulez partir au Japon, considérez-le. J'ai 3 potes qui l'ont fait et ça a marché pour tout le monde, moi inclus. Donc, du coup, ça vous donne d'un seul coup un gros paquet, bam, 6 000 € d'un coup. Bam, vous partez au Japon avec ça et ils vous refont un virement au bout de, je crois, c'est 3 mois ou 6 mois, je sais plus. Et du coup, après, ils arrêtent les cotisations. Vous n'avez pas de chômage, mais vous refusez à vos 2-3 ans de chômage pour avoir qu'1 an, mais d'un seul coup pour pouvoir vous aider à créer votre entreprise. Et si votre entreprise, comme moi par exemple, moi elle aurait été liée au Japon, le fait que je vienne m'installer au Japon, techniquement, me financer pour venir au Japon, ça finance plus ou moins l'entreprise, tu vois. Donc c'est quelque chose de parfaitement légal et de parfaitement logique en réalité. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, donc considérez-le. Voilà. Ensuite, quoi d'autre mon Kefi? Quel autre conseil tu aurais pour la préparation? Pour la préparation, alors, peu importe le visa, on est d'accord? Peu importe le visa, ouais. Ouais, bon bah on va dire, moi, dans mon cas c'était un working holiday, mais le logement c'est super important et vous avez des structures, des organismes au Japon. Moi à l'époque c'était Sakura House, c'est une espèce d'organisme qui gère en fait plusieurs établissements dans lequel en fait vous pouvez loger. Alors vous pouvez payer au mois, hein. Vous pouvez payer au mois et en général c'est des share house, c'est-à-dire que vous êtes avec plusieurs personnes. En général ce sont des étrangers, il y a pas de japonais dans cette compagnie et du coup vous pouvez réserver votre chambre de France. C'est-à-dire que quand vous arrivez ensuite au Japon, vous allez réserver votre chambre pour plusieurs mois. Donc si vous avez l'intention de rester
un an à Tokyo, vous réservez un an à Tokyo. Si c'est juste 6 mois et vous avez l'intention de bouger et d'aller dans une autre ville, vous pouvez faire le même système parce qu'ils ont plusieurs appartements un petit peu partout dans le Japon. Et à partir du moment où vous réglez en ligne une caution déjà à la base, vous arrivez au Japon, vous vous rendez en fait à l'une de enfin, ils ont plusieurs offices, ils vous remettent une clé et directement ensuite vous allez vous rendre là où enfin, dans le quartier où vous avez réservé votre chambre. Et vous arrivez, déjà, il n'y a pas de galère. Vous savez où vous allez aller, vous savez combien de temps vous allez rester. Ce qui est bien, c'est que si c'est une première fois au Japon ou pour le Working Holiday, un share house, un appartement où vous allez pouvoir vivre, mais partager, c'est-à-dire, tu sais, la cuisine, la douche, les toilettes, c'est commune. Mais par contre, vous avez votre chambre. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir côtoyer aussi d'autres étrangers avec qui vous allez pouvoir nouer des relations. Eux, ils sont peut-être déjà installés depuis un certain moment. Ils vont pouvoir vous présenter peut-être d'autres Japonais. Et c'est comme ça en fait que vous allez vous créer déjà un réseau amical dans un premier temps. Et peut-être ça va déboucher sur un réseau professionnel par la suite. Donc je vous conseille de faire vraiment une coloc, si c'est possible, la première fois, et de réserver à l'avance de France, et pas arriver en mode à l'arrache, vous savez pas où vous allez aller, avec vos bagages et tout, ça c'est vraiment... Oui, Airbnb, le tout mauvais ça, c'est plan. trop cher, quoi. C'est, en fait, ouais, je suis d'accord. Les guest house, hein, et là, C'est ça. Sakura, à la base, c'est une chaîne de guest house, mais ils ont aussi des apparts, comme il le dit, ou en coloc et tout. Et donc, en fait, bah, vous pouvez tout simplement préparer votre arrivée. Je pense que tout le monde l'aurait fait, mais évitez les Airbnb, évitez les hôtels, évitez les business hôtels. Quand vous venez d'arriver, franchement, guest house, ça fait le café, c'est bien, c'est pas cher, vous avez une chambre Grave. sympa. En plus, vous allez rencontrer plein de gens dans la guest house. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a une majorité de Japonais en réalité hein, dans les guest house. Surtout si vous prenez par exemple Tiger House, c'est une autre chaîne qui est un peu plus locale. Sakura House, maintenant il y a beaucoup d'étrangers, mais du coup, vous pouvez rencontrer pas mal de gens qui peuvent vous introduire à d'autres gens, donc c'est sympa. Vous avez des trucs en commun, hein, donc vous avez les douches en commun et tout, mais franchement c'est clean, c'est le Japon, hein, donc en général C'est c'est vraiment plutôt cool. clean. Ça Donc dépend. c'est Ouais. franchement sympa quoi. Et après si vous êtes un peu plus âgé, genre début de trentaine, vous êtes habitué à votre confort, à votre indépendance, dans ces cas-là, essayez de partir plutôt sur pareil des appartements ou alors des colocs éventuellement, comme Kefi l'a commandé. Mais effectivement, moi les guest house, je les utilisais pour venir en vacances. Hein. Moi quand je venais en vacances, Mhm. c'était pas Airbnb, c'était systématiquement guest house. Hein. Et Bon, en fait, c'est un peu cool ce système parce que tu peux réserver au mois et c'est en fonction de ton budget. C'est-à-dire que, bah, en fonction du budget que tu vas avoir plus ou moins de confort, tu vas être plus ou moins bien placé dans le quartier que tu veux. Euh, et ils ont assez de choix pour te permettre en fait bah, d'être satisfait, quoi. ouais. Je pense. Ouais, bah, je pense que là on a fait le tour hein, au niveau de la prep. Hein. Je pense qu'on a couvert à peu près tout. Donc Grave. pour Je conclure, suis en train de checker. donc taffez votre japonais, prévoyez quand vous partez, pourquoi vous partez, comment vous restez, etc. Logement, économie, et prenez des conseils de personnes qui ont réussi dans le projet Japon. Si vous connaissez des gens qui sont au Japon, qui sont heureux au Japon, ne demandez pas de conseils à des gens qui sont venus au Japon, que vous connaissez de plus ou moins bien, et qui sont un peu, pas foirés, je veux pas être méchant, mais genre des gens qui voulaient rester longtemps, qui n'ont pas réussi, ou qui c'était un peu la galère pour eux. Essayez de voir des conseils des personnes qui ont Ouais. réussi à trouver le truc qui leur convenait. Alors, Je pense que ça peut être moi, je suis d'accord important. avec Steve. Je suis d'accord avec toi, Steve. C'est-à-dire que inspirez-vous de personnes qui ont réussi. C'est le C'est plus ça. important. Ouais, c'est plus important. Maintenant, faut pas non plus être réfractaire à des profils qui peuvent se présenter à vous, des profils qui ont échoué, parce que ça vous permet de savoir ce qu'il faut pas faire. Ouais, bien sûr. Bien Ouais, sûr, ouais, bien sûr. inspirez-vous de modèles qui ont réussi. Ça, c'est la voie à suivre. Après, bien sûr, le parcours de chacun est différent, mais au moins Bien sûr. vous avez une route déjà balisée. Et si jamais vous côtoyez ou vous avez l'occasion de rencontrer des profils un petit peu atypiques, qui ont été obligés un petit peu de plier les règles pour y arriver, prenez quand même un maximum d'informations, ça pourra toujours vous servir. Yes, impeccable. Ouais, c'est ça. Non, juste, moi, je disais ça parce qu'en fait, juste un petit disclaimer là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs, ou de personnes, ou de meufs, hein, peu importe,
qui, quand ils rentrent, tu vois, qu'ils ont eu une mauvaise expérience, ils ont tendance à dire ouais, la vérité c'est comme ça. Tu vois, ils sont tristes au fond, tu vois, et ça les Ouais. dégoûte. Hein. Ils ont été dégoûtés de leur rêve et du coup ils ont tendance Du coup, à dire que la ouais, vérité je vois c'est ce que tu veux ça. dire. Donc faut faire attention à ces gens-là, tu vois, quand ils te donnent des Faut conseils. faire attention aux gens qui veulent te tirer vers les tréfonds de la médiocrité. Faut faire gaffe. Ah la vache. Ah putain, ça fait élitiste de ouf là. Mais grave. Putain. Ouais, non, mais bon, bref, vous avez Non, mais compris, vous voilà. êtes pas cons, Ouais. voilà. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, ça c'était pour nous. Alors, du coup, ça c'était la partie 1. Donc, on fera une deuxième vidéo, on fera la partie 2, qui est donc au Japon. Comment ça se passe une fois qu'on est installé, comment on se trouve un baito, comment les baitos fonctionnent, trouver un travail. Et donc, moi, avec mon expérience de recruteur, je vais pouvoir vous détailler tout ça. Et donc, voilà, on se retrouve donc pour la prochaine avec la partie 2. Qui correspondra donc à la suite de la préparation, la suite logique. Hein. Comment ça se passe au Japon et comment réussir au Japon en étant sur place dans tous vos projets. Monsieur Kefi, comme d'habitude, le mot de la fin. Le mot de la fin. If you. Pourquoi tu Je commences en crois, anglais? j'ai failli partir. Ok. Ça va devenir un soyez running prêts. gag. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous préparer. C'est pas mal. Oh putain, c'est génial quoi. Putain, mon gars, c'est. Ok, bon, ça je pense que ça va devenir un running gag. Je ferai le mot de la fin à Kefi. Et on va voir combien de vidéos il va lui falloir pour pouvoir passer en mode smooth. Ouais. Ok. On fera un best-of à fin d'année, tu vois. Bah ouais, franchement, moi je suis chaud. On fait un best-of avec une musique, voilà, musique sympa et tout, Nyankat ou je sais pas quoi. Ouais. Mais bon, c'est bon, c'est tout pour nous. Donc merci d'avoir écouté ce podcast. Je voudrais aussi remercier les personnes qui ont liké la toute première vidéo, qui ont partagé ou qui ont mis un commentaire. Franchement, les gars, merci, c'était super sympa d'avoir vos retours. Même si aujourd'hui on est encore modeste, hein, qu'on vient juste de démarrer, on se compare pas aux vues que font les gros youtubeurs français sur le sujet quoi. De toute façon, notre format il est un peu plus chill, un peu plus sur la longueur. Donc les podcasts c'est plus pour des personnes qui aiment bien prendre leur temps. Et aujourd'hui la consommation se tourne plutôt quelque chose de plus instantané. De toute façon, on s'est dit avec Steve, de toute façon, nous on est vraiment dans une optique vraiment de partage et de transmission de savoir à hauteur de ce qu'on a fait et de ce qu'on sait bien faire. sûr. Hein. Voilà, donc c'est vraiment tranquille. Voilà. Juste kiffer, prenez des infos qui vous semblent utiles, surtout C'est un bon moment et surtout bâtards, très important. voilà. Hein. Et puis là on parle surtout sur ça, mais on a des invités, mais waouh, accrochez-vous, hein, je vous le dis direct. Hein. On a des invités, franchement, ils ont des expériences, mais comparé à nous, c'est incroyable. C'est rien. Nous, on est les bébés, tu vois. Donc non, mais on a vraiment des personnes qui travaillent dans des milieux incroyables, qui préfèrent des superstars et tout, et ils sont super motivés pour venir discuter. Donc on va parler de plein d'autres sujets. Il y a tellement de choses à dire, je pense qu'on en a pour encore pas mal de temps. Et voilà, donc merci encore. Et puis du coup, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.